Et malheureusement, qu'est-ce qu'on fait? Si on regarde là, cette carte vous montre entre le vert foncé et le vert clair. Les verts clairs, c'était la position de la forêt qui était non perturbée par l'homme il y a 8000 ans. Et en vert foncé, qu'est-ce qui nous reste comme forêt vraiment primaire? Vous voyez qu'il ne reste plus grand-chose. Bon, c'est vrai que vous allez dire en Europe, il y a encore des belles forêts, tout ça, mais c'est des forêts qui ont été retravaillées. Bon, il y a peut-être des petits endroits. Mais globalement, bon, l'homme est en train de couper la branche où il est assis. Voilà. Depuis que l'homme existe, il passe, enfin, je veux dire, il a voulu se développer, il déboise, sans voir que il accélère lui-même les modifications du climat, qui existent avec un cycle naturel, mais qui serait beaucoup plus lent. Alors, qu'est-ce qui est important de comprendre aussi dans l'écologie? Il y a deux notions. Il y a la notion de biodiversité et la notion de résilience. Alors, la notion de résilience, elle existe pour différentes branches de la science, mais en écologie, c'est la capacité qu'a un écosystème à revenir à l'équilibre après une perturbation. Un petit peu, c'est la zone d'élasticité. Ça veut dire que, par exemple, si vous avez un feu de forêt ou si vous avez une maladie ou quelque chose, le système, s'il n'est pas trop perturbé, il pourra encaisser et pourra revenir. Mais cette capacité à revenir à l'équilibre et à se réparer rapidement, ça dépend de sa biodiversité. Plus vous avez des espèces différentes et variées, plus le système va pouvoir, il y a une plante ou il y a un organisme qui sera apte à se développer et à compenser le fait que les autres plantes n'ont pas survécu à ce temps. Voilà. Donc, c'est un petit peu ce que vous voyez en forêt, quand dans un chablis, vous avez un arbre qui tombe, il y a plein de plantes qui ne pouvaient pas se développer parce qu'il n'y avait pas de lumière, et tout à coup, ils vont pousser très vite, et vont prendre l'espace qui a été libéré, et la forêt va se régénérer. Par contre, si vous prenez des grands espaces des monocultures, s'il y a un problème de maladie, un problème de carence dans le sol, un problème de ravageurs, ça va faire d'énormes dégâts, et ça va prendre beaucoup de temps pour repartir. Voilà. Pour montrer cette unité dans toutes ces formes de vie, là vous voyez trois exemples. Entre ça, c'est les nervures d'une feuille. Ça, c'est au niveau de notre cœur, les différentes artérioles et vénules. Et ça, c'est au niveau de l'Amazone, les différents petits fleuves et affluents. Voilà, on arrive déjà à la conclusion. Donc, pour voir un petit peu de manière globale, qu'est-ce que la physique quantique nous a amené? Nous a montré effectivement cette relation entre la matière et l'énergie, et que la matière, c'est qu'une forme d'énergie un peu ralentie, figifiée. Que aussi nos 4 dimensions qui sont autour de nous, c'est tout à fait relatif. On a vu que ces notions, on peut déformer l'espace-temps en fonction des masses qui sont à l'intérieur. Ensuite aussi, la dualité onde-particule montre qu'une particule, ce n'est pas forcément quelque chose qui est toujours solide et concret, ça peut aussi très bien se comporter tout à fait comme une onde et diffuser où elle veut. Pareil, la localisation des subparticules avec l'Institut d'Heisenberg n'est pas définie, on parle maintenant de statistiques. On parle des densités de probabilité où peut se trouver une particule, mais après il y a d'autres notions comme l'intrication quantique qui montrent que les liens entre les particules, comme on voit ici un petit peu entre les différentes formes de vie par le rhizobiome ou ce que vous retrouvez dans le film Avatar, la vie se répercute et il y a un lien informationnel partout. Comme l'intrication quantique qui permet deux particules, même très éloignées, d'avoir toujours d'échanger des informations. Qu'est-ce que nous a amené l'écologie de manière classique? Déjà, l'écologie nous a fait prendre conscience de notre environnement, des interactions entre les différents écosystèmes, de l'influence du vivant sur le climat et de la responsabilité de l'homme aussi là-dedans pour le maintien de ces écosystèmes. Mais tout ça, ça nous donne plein comme ça de compréhension locale, mais on arrive difficilement à avoir un point de vue global. Et ça peut être uniquement amené justement par une approche plus intégrative qui utilise la conscience et l'introspection. Et donc ça nous ramène un petit peu à ceux qui avaient déjà décrit Platon, donc le mythe de la caverne, que beaucoup doivent connaître. Et il disait l'humanité, dans un sens, c'est comme ces prisonniers qui seraient enchaînés au fond d'une caverne, et pour eux, le monde, c'est uniquement ces projections qu'ils voient, et donc ils ont l'impression d'avoir un monde en noir et blanc en 2 dimensions, alors que s'ils s'éveillaient vraiment à leur vraie nature, ils verront que le monde, effectivement, est en 3 dimensions, au moins, et en couleur.
Donc les philosophes nous ont utilisé des analogies ou des paraboles pour montrer que la réalité est beaucoup plus large que ce que nos sens nous limitent, quoi. Nos perceptions et notre compréhension nous limitent. Donc, vu de manière un peu différente, le but de ce livre, justement, c'était comment passer de la science classique à la science sacrée. Donc, effectivement, la science classique permet de décrire plein de phénomènes, etc. Mais on n'a pas forcément toujours une compréhension de l'origine de ces particules et de la manière dont la physique quantique nous a donné quelques prémices, même si ça ne monte pas à ce niveau-là. Mais justement, on voit, ça nous a permis d'aller au-delà de les dimensions, des limites classiques de notre matière en allant au niveau énergétique, mais ça n'a pas la capacité, elle ne peut pas, on n'a pas les niveaux d'instruments pour aller sur des niveaux plus subtils, comme la conscience. Il n'y a que, je veux dire, par la méditation qu'on peut y arriver. Et c'est ce qu'a développé toute la philosophie hindoue avec le Vedanta. Là, on décrit au niveau horizontal les choses de manière séquentielle l'une après l'autre, et là, on voit les choses dans leur globalité, dans leur origine. Si on reprend ce même dessin différemment, pour que vous ayez une compréhension encore plus globale, j'ai repris ça, le triangle tout à l'heure, c'était ça. Voilà, là, vous retrouvez la roue du temps, avec le temps linéaire, mais aussi, vous pouvez le voir un petit peu aussi comme un arbre avec toutes ces branches qui sont autour. Donc la science, elle a expliqué plein de choses, mais le problème pour expliquer, elle est obligée de couper les choses en petits morceaux. Et donc, du coup, elle ne peut pas revenir à l'origine. C'est comme si vous regardez sur un arbre, au bout des feuilles, chaque spécialité scientifique a regardé une petite branche avec ses petites feuilles, etc., sans voir qu'en fin de compte, cette petite branche vient de d'une branche plus grande, et à la fin de compte, il n'y a qu'un seul tronc, il n'y a qu'une origine à tout ça. Mais pour ça, ça nous fait remonter sur des plans plus intuitifs, plus subtils. Voilà, là on est au niveau de la science classique, qui décrit quelque chose de phénoménal, et ensuite, le centrage à l'intérieur de soi, comme dans la science sacrée, par la méditation, permet d'avoir un point central, une unité, une compréhension globale des choses. Là, vous subissez les choses. Comme vous êtes sur le niveau d'un océan, vous montez et descendez dans la vague. Là, vous êtes centré en vous. Donc, vous êtes témoin de ce qui arrive. Et là, vous êtes aussi en phase avec les choses, avec la nature. Vous n'avez plus besoin de courir, puisque vous sentez en vous quand les mouvements vont changer, quand est-ce qu'il faut se préparer. Parce que vous avez cette compréhension-là et cette sensation par l'intérieur. Voilà, on arrive déjà à la fin. Donc un petit épilogue, je ne sais pas si vous connaissez la légende hindoue, je vais le lire. Donc une vieille légende hindoue raconte qu'il y a eu un temps où tous les hommes étaient des dieux. Mais ils abusèrent tellement de leur divinité que Brahma, qui est représenté là, le maître des dieux, décida de leur ôter le pouvoir divin et de le cacher à un endroit où il serait impossible de le retrouver. Le grand problème fut donc de trouver une cachette. Donc les dieux mineurs ont été convoqués et ils dirent, dans ce cas-là, on va enterrer la divinité au plus profond de la terre. Et Brahma leur dit, non, 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 un jour ou l'autre, l'homme creusera et le trouvera. Alors ils réfléchirent, encore les dieux mineurs, ils se disent, dans ce cas-là, on va aller les mettre, la divinité, ou la conscience si vous voulez, dans le plus profond des océans. Mais Brahma leur dit la même chose. Non, car tôt ou tard, l'homme explorera aussi les océans, et il le retrouvera, et le remontera à la surface. Alors les dieux mineurs, ils étaient un peu embêtés, ils disent, on ne sait pas, on va pouvoir le cacher. Mais Brahma a dit, on va faire comme ça. Nous allons le cacher au plus profond de lui-même, car c'est le seul endroit qu'il ne pensera jamais à chercher. C'est un peu là. Et après, il y a eu un prologue, ou un épilogue. Depuis ce temps-là, conclut la légende, l'homme a fait le tour de la terre, l'a exploré, escaladé, plongé, creusé à la recherche de quelque chose qui se trouve en lui. Seuls quelques élus, au fil du temps, tirant l'expérience de leur appel intérieur, pensèrent qu'avec la pratique de la méditation, ils trouveraient l'essentiel en eux. En recherchant au fond de leur cœur cet essentiel, ils retrouvèrent cette divinité, cette conscience cachée par Brahma. Alors Brahma considéra qu'il était temps pour les hommes de sortir de son sommeil profond dans lequel il s'était allendu. Il demanda à ceux qui avaient trouvé leur divinité
initier les autres hommes. Mais beaucoup des hommes étaient bien endormis et ils ne voulaient pas accepter et trouver leurs conditions acceptables. Voilà, voilà. C'est super. Et voilà la fin de cette conférence. Voilà. Donc j'ai un petit remerciement. Voilà. Et c'est dit le petit bonhomme, donnez-moi un nombre Entre 1 et 10, quelqu'un qui dit 2. Allez hop, on essaye avec 2. Et ça représente quoi? Le dessin derrière? C'est subjectif. Hein. C'est la conscience qui relie tout, et qui amène la lumière et qui relie toutes les choses. Et qui nous relie tous. Merci. Voilà. J'ai des questions. J'arrive à la fin, mais tu vois le cycle Brahma, Brahma, Vishnu qui conserve et les autres qui détruisent, Shiva, etc. ouais. Mais alors, avec l'histoire du supramental, comment ça s'appelle là comment on dit? Je sais pas. Je sais pas, on ne sait pas ce que tu veux dire. Je sais pas ce que tu veux dire. Supramental. Comment ça coexister le supramental et ce truc de comme ça où tout se détruit, et comment ça peut, où ça trouve sa place le supramental là-dedans? C'est à une autre échelle, ça n'a rien à voir avec ça. Ah oui, mais comment il n'y a rien à voir avec ça? Le supramental, c'est un moyen pour te sortir de ton mental logique et rationnel et que tu as accès directement à une connaissance, un petit peu à l'instant des animaux qui ont l'instinct. Ça permet, si tu veux, Internet et une préparation à ce supramental. C'est une forme réduite et probatoire de l'accès que tu auras instantanément l'information quand le supramental sera bien établi dans la conscience humaine. C'est ça le supramental, le machin, si le monde va être détruit à nouveau. Mais ce n'est pas le monde qui est détruit, c'est la forme qui est détruite. La vie existe toujours. La vie continue. Toute forme est uniquement un support pour l'évolution. Mais la conscience, qui utilise ce véhicule matériel, continue son cycle et son évolution. C'est pas parce que quand ta voiture est vieille, tu en changes. Quand ton pull est usé, tu en prends un nouveau. C'est la même chose. Les formes de vie vont continuer comme ça, sur un schéma, sur le très long terme. Voilà, la création est adaptée pour l'évolution des âmes qui sont actuellement en transit. Et à un moment donné, on a besoin de recycler ces formes pour pouvoir promouvoir des nouveaux supports à la conscience. La même chose quand ce corps-ci sera un peu usé, on aura un tout neuf après. Mais la vie continue. Donc, je veux dire, et la création, c'est pareil. Je dirais, qu'est-ce que c'est qu'une planète si c'est une entité globale? C'est une conscience ou un état large. Voilà. Mais c'est la même chose. De temps en temps, il faut la régénérer, cette planète. Et un système solaire et un cosmos aussi, au bout d'un moment, et il s'use. Voilà. Et donc, on le recycle, il repasse sous forme d'énergie, et après, on a un univers tout neuf, tout beau, tout brillant. Voilà, il faut voir ça à un niveau. Il y a le fond et la forme. Il y a le support et la... Oui, mais donc, en fait, ce truc-là, c'est pas tout à fait la même chose parce que parce que ce qui se passe là, c'est pas la même chose qui va se passer là, ce qui va se passer là, c'est pour ça qu'on dit évolution. Sur le dessin, c'est pas évident. Parce que, oui, d'accord. Parce qu'on a l'impression que ça revient au même truc que la sinusoïde, là, machin, avec point zéro, machin. Or, c'est pas tout à fait ça. Mais si tu as bien compris, on a parlé, toi tu raisonnes en temps linéaire encore. Bah, moi, oui. Là, on est sur un temps, quand je dis cyclique, quand tu verras dans le livre, le terme exact, c'est pas cyclique, c'est une spirale. D'accord. Ça veut dire que quand ça revient, il y a un incrément toujours. Il y a toujours un petit plus dans la conscience, dans quelque chose, dans l'esprit. Voilà. Donc, il faut voir ça, là je l'ai mis pour faciliter dans ce sens-là, par rapport à la création, au dessin classique
du Big Bang, qui est sur un schéma linéaire, mais rappelle-toi la roue de la vie. Oui, Voilà. mais non, mais- C'est là-dessus qu'il faut le voir. Et regarde le schéma aussi avec les yugas. On repart, on revient. Mais chaque fois, il y a un incrément. D'accord, non, mais ça, c'est bien ce à quoi je pensais, mais je Mais ne voyais pas là-dedans. Disons que vous avez fait la sinusoïde sur un truc en... Voilà, Non, non, c'est non, une mais bon, simplification. d'accord, C'est une d'accord. simplification. Ok, Ça revient. ok. D'accord? Mais le cycle n'est jamais vraiment fermé. Mais non, puisque c'est Voilà. oui, bien sûr. Mais C'est jamais fermé. En tout cas, c'est super intéressant. Voilà, c'est assez dense. Voilà, il y a voilà. Alors, on pourrait développer plein de parties. Voilà. J'avais essayé dans ce livre à cette époque de voir un petit peu tous les aspects qui me semblaient importants, mais c'est vrai que ça fait quelque chose d'assez... C'est pour ça aussi que dans le livre, il y a plusieurs parties, il y a plusieurs petits... comment ça s'appelle là, les parties séparées? chapitre, Non, Tentative. Ouais. Vous l'avez dit tout à l'heure. les petits encarts. Là, Oui, en quart. Voilà, il y a 7 ou 8 encarts qui sont justement des parties explicatives qui sont indépendantes, que vous pouvez lire sans avoir... ouais. à vous. Après, vous verrez, il y a encore plein d'autres choses. Je n'ai pas pu tout développer là, j'ai pris que certains points essentiels. Et j'imagine que oui. Ça fait combien de temps que tu travailles sur ce. Voilà. Ça s'est fait en quelques mois. Ah ouais, d'accord. Après, je suis en train de faire aussi un article pour la revue Nexus. Je ne sais pas si vous connaissez. Voilà, et on est en train de la finaliser et ça aurait déjà dû sortir il y a un mois ou deux, mais ils ont préféré faire quelque chose de plus complet, une édition spéciale. Donc là, je crois qu'ils sont déjà sortis novembre-décembre, donc ça sera pour 2018. Voilà, Soit donc avec le bouquin. c'est une explication, Oui, oui. voilà, c'est pour voir un petit peu justement, quand je vous disais le rapprochement entre l'Orient et l'Occident, et vraiment comprendre entre les différentes philosophies du Veda, et de faire... bon, je peux vous montrer un aperçu, si vous voulez, je crois que je l'ai... Voilà, ce genre de choses comme ça, de voir vraiment un petit peu entre le Vedanta, le Samkhya et Vaisheshika, comment on peut faire les correspondances et un petit peu expliquer tout ça, parce que c'est vrai que c'est pas toujours... Les gens qui étudient ça connaissent pas ça et vice-versa. Donc en gros, c'est quoi, je veux dire? Soit on essaye d'expliquer par le biais de la matière, soit on essaye d'expliquer par le biais de la conscience. Donc dans notre science classique, je veux dire, où l'approche du Vaisheshika qui est uniquement la logique, on part que de la matière, donc on ne peut pas aller jusqu'en haut. Dans le Vedanta, on part que de la conscience. Donc, après, il nous manque aussi des données. Et le seul qui arrive, en fin de compte, qui arrive ce double approche, c'est le Samkhya. Voilà. Et tout le yoga, tout ça, c'est ça, le yoga, l'ayurveda, tout. Mais ça complète le livre. Voilà. Voilà. Super. Et les Védas, les écrits védiques, là, ça se lit, on trouve. Ça se lit, ben oui, tout le monde a ça, dans sa bibliothèque. Ah bon? Non, mais je veux dire, il y a des textes qui sont sortis. Enfin, non, je veux dire, mais oui, des trucs qui font que c'est approchable, si tu veux. Moi, j'y connais rien, je veux dire, synthèse. C'est comme, je sais pas, dans ton enfance, tu as lu l'Iliade et l'Odyssée, voilà. Oui, mais je veux dire, toi, tu en connais des trucs qui sont intéressants à lire? Ah ben Parce oui. que moi, oui, mais c'est pour ça que je pose la question, Marie, vous voyez. Mais c'est vrai, je dis, alors, et qu'est-ce que tu pourrais proposer, trouver intéressant pour... Ben, le problème, ce que je vous explique un petit peu d'ailleurs dans cet article pour Nexus, c'est que dans nos traditions en général monothéistes, on a un livre sacré. Là-bas, ils en ont des étagères. Quoi. Donc je ne peux pas te conseiller en fonction de tes centres d'intérêt. Il y a énormément. Donc déjà, il y a 4 Védas. La 4 représente la stabilité. Quoi. Ouais. Et après, le Vedanta, justement, c'est censé être l'essence des Védas. Donc le Vedanta, quand on parle de Vedanta, typiquement, les Upanishads, tout ça, ça fait partie du Vedanta. Ouais. Voilà. C'est un certain nombre. Après, tu as la partie la plus ancienne, qui est le Rig Veda, qui est avec les hymnes védiques. Enfin, c'est très vaste. Ça prend un peu de temps. Tu peux pas, voilà, c'est vraiment une bibliothèque. Mais qui existe millénaire. Mais en sachant que c'est qu'une forme. Tout l'enseignement, je le sais bien, en Orient, c'est oral.
tout ça, c'était que des penses bêtes. Donc, ça veut dire que c'est encore beaucoup plus riche. Et beaucoup hermétique en plus. Non, mais c'était fait exprès. Non, mais regarde les Yoga Sutras de Patanjali, voilà. Après, je veux dire, tu avais celui-là qui avait la révélation qui écrivait ça, et ensuite, tu en as 10 après chacun qui ont fait les commentaires. Les commentaires du truc, les commentaires du commentaire, parce que le premier commentaire, tu ne comprenais pas grand-chose, le deuxième commentaire, à peine plus. Donc, c'est pour ça, c'est des choses, c'est pas l'intellect, il faut le vivre. C'est juste des indications. La conscience, ça se fait par l'intérieur. Enfin, quand on parle de Veda de Léontin, on ne connaît rien, donc tiens, il faut voir ce que c'est. Tu vois, on va avoir une idée. Ce serait bien que quand on amène des exemples de... Mais on en a discuté, je veux dire, mais ce qu'on a étudié là, à moi, eh ben, le Mahabharata, la Bhagavad mais Gita, c'est des extraits. Moi, je suis arrivée à la fin. Ah oui, Elle y arrive. mais comme à la Tu conf, vas quoi. au Soran, t'achètes le Bhagavad Gita. Voilà, comme à la conf, t'arrives. Et la Bhagavad Gita, là, c'est pas des Vedanta? Si? Ça fait partie du Veda. Ah, Là-dedans, si tu veux, il y a les écrits classiques et ensuite il y a les épopées. Il y a deux grandes épopées. d'accord. Il y a le Mahabharata, qui est donc la vie de Krishna. Ensuite, tu avais aussi toute l'épopée sur Rama, l'incarnation précédente de Vishnu, le Ramayana, qui est aussi volumineux. Et dans le Mahabharata, il y a juste une partie qui est la Bhagavad Gita. C'est juste un extrait. C'est énorme. Ouais, C'est le bibliothèque. C'est des rayons. c'est bien. Tu l'as étudié? Mais tu sais, tu lis bêtement les mots et tu te dis la grande école, tu sais. Tu travailles. Moi, je lis. Toi? Moi, je lis, toi, travaille. Tu comprends. Tu comprends. Non, il faut laisser infuser. Voilà. Il faut laisser C'est le temps. Mhm.